chers intervenants, chère Madame Wax, qui nous est connectée depuis Berlin, chers amis de la Maison Heinrich Heine, ici dans la salle Alfred Grosser et devant les écrans. Bienvenue à notre table ronde organisée en collaboration avec l'association Réalité et Relations Internationales, ARI, et le site Boulevard Extérieur. Le thème de ce soir s'intitule « La France et l'Allemagne face aux enjeux stratégiques », une problématique on ne peut plus actuelle. La guerre en Ukraine a brutalement sorti de sa torpeur stratégique une Union européenne qui, depuis la chute du mur, s'était employée à toucher les dividendes de la paix. Elle avait considérablement réduit ses efforts de défense et fait l'impasse sur la définition d'une orientation stratégique claire pour l'Europe, un exercice sur lequel la France et l'Allemagne ont souvent des positions divergentes. L'impact de la nouvelle donne géopolitique a été particulièrement rude en Allemagne, où un certain nombre de dogmes ou de certitudes ont été ébranlés. La retenue en matière militaire, le rôle pacificateur du commerce, les liens de confiance entre l'Allemagne et la Russie. Le SPD a plus que tout autre parti été affecté par cette révision douloureuse, ce qui peut en partie expliquer les réticences du chancelier Scholz, mais pas seulement, je pense, vis-à-vis de la fourniture à l'Ukraine de matériel militaire lourd, même si finalement, comme vous savez, il vient d'autoriser la livraison de Léopard 2. Et toute cette problématique se retrouve, je pense, très bien aussi dans le monde d'aujourd'hui. Le titre du Monde, l'Ukraine, les Alliés décidés à livrer des chars lourds. Face aux nouveaux enjeux stratégiques, l'Allemagne et la France, tout en étant d'accord sur de nombreux points, ont à plusieurs reprises réagi de façon unilatérale, sans concertation avec le partenaire. La liste des maladresses et des malentendus de part et d'autre du Rhin a été largement évoquée dans les articles relatifs à la commémoration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Je n'y reviendrai pas. Elle est néanmoins révélatrice d'un certain nombre de divergences sur des questions fondamentales. L'autonomie stratégique et industrielle de l'Union européenne, le positionnement dans l'OTAN, l'élargissement vers l'Est, la nature de la relation avec Berlin que la France voudrait exclusive alors que la réciproque n'est pas vraie, comme le constatait récemment une tribune parue dans le journal Le Monde. Compte tenu de la complexité de toutes ces problématiques, notre table ronde de ce soir se limitera à évoquer les relations franco-allemandes dans le domaine de la sécurité et de la défense. Quelles sont les perspectives en la matière ? Pour évoquer cette question, nous avons fait appel à plusieurs spécialistes que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je salue tout d'abord Madame Lydia Wax, chercheuse à la Fondation Wissenschaft und Politik à Berlin, qui, comme je viens de le dire, participera à cette table ronde finalement par Zoom, car son vol a été annulé en raison des grèves, mais cette fois-ci pas des grèves en France, mais des grèves à l'aéroport de Berlin. Monsieur Jakob Ross, chercheur à la Société allemande pour la politique extérieure, sur le podium des GAP. Monsieur Gaspard Schnitzler, co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, IRIS. Je dois signaler que malheureusement, monsieur François Hesbourg, initialement prévu, ne pourra pas participer à notre débat pour des raisons familiales. Notre débat sera animé par David Capitan, professeur de droit public à l'Université Paris 1 et président de l'ARI, que vous connaissez bien, et je lui passe la parole. Chère Christiane, merci beaucoup de cette introduction et surtout d'accueillir une fois de plus une des conférences organisées avec ARI et Boulevard Extérieur sur une manière franco-allemande d'aborder les questions européennes. Nous avons chaque mois quasiment un thème
sur le métier. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est la question de la position, de la stratégie de la France et de l'Allemagne dans un cadre européen sur des questions qui nous intéressent et qui intéressent nos deux pays de manière coordonnée qui va nous occuper. Alors, certainement, les questions de stratégie au plan européen sont des questions particulières parce qu'elles restent très largement des questions nationales en termes de compétences. En tout cas, elles le sont restées très, très longtemps. Lorsque l'Union européenne s'occupe de ces questions, c'est aussi dans un cadre intergouvernemental encore qui ne permet pas de dégager toujours une stratégie commune de manière très simple. En outre, la France et l'Allemagne ont des histoires et des traditions qui les conduisent à aborder les questions stratégiques de manière assez contrastée. La France a longtemps bénéficié, avec son armée notamment, ensemble avec les Anglais, qui d'ailleurs viennent de quitter l'Union, et bien d'une position de premier plan dans cette matière. L'Allemagne, au contraire, s'est concentrée sur l'aspect économique des choses et progressivement l'apparition de menaces perçues comme communes ont conduit à essayer de développer une stratégie européenne commune et coordonnée. Le gouvernement français, le président de la République notamment, a beaucoup porté, chacun le sait, depuis son discours de la Sorbonne en 2017, l'idée d'une autonomie stratégique de l'Union européenne en rencontrant un écho plus ou moins favorable et plus ou moins immédiat dans les autres pays de l'Union européenne et notamment en Allemagne. Alors l'actualité, vous l'avez rappelé, la plus brûlante est celle de la guerre en Ukraine aussi, a donné un essor nouveau à ces questions et je crois que aussi bien pour les questions d'actualité que pour une vision plus large de ces questions stratégiques en Europe, il est intéressant de comparer le point de vue français et allemand et nous avons trois orateurs de premier plan pour nous éclairer ce soir. Je voudrais me tourner d'abord vers Jakob Ross, qui est un observateur franco-allemand très éclairé, qui est situé évidemment dans une institution berlinoise, mais qui est aussi souvent à Paris et qui, peut-être voudra nous expliquer, selon lui, quels sont les facteurs qui permettent de mettre en lumière cette position parfois opposée, ou en tout cas souvent difficile à coordonner entre la France et l'Allemagne sur ces questions stratégiques. Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Guten Abend. Ich werde ins Deutsche wechseln. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Wie Herr Kapitän gerade schon sagte, würde ich gerne zu Beginn so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen. Insbesondere die Unterschiede, wie damit umgegangen wird in Deutschland und in Frankreich mit diesem Krieg in der Ukraine, was die Konsequenzen waren seitdem und Ihnen zum Ende vielleicht 3 Erklärungsversuche liefern, auf die wir dann in der Debatte vielleicht noch im Detail eingehen können. Ich glaube, dass die Sicherheits- und Verteidigungspolitik durch diesen Krieg in der Ukraine, und das hat sich am Sonntag beim Deutsch-Französischen Ministerrat noch einmal bestätigt, auch seitdem in vielen Interviews bestätigt, absolut im Zentrum steht, im Zentrum der bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern, aber eben auch der europäischen Zusammenarbeit. Das gemeinsame Kommuniqué, die Abschlusserklärung, die am Sonntag veröffentlicht wurde, war aus meiner Sicht und aus der Sicht vieler anderer Experten, vielleicht sehen das Frau Wachs und Herr Schnitzler anders, aber recht enttäuschend. Es gab große Erwartungen, gerade nach der Absage des Ministerrats im vergangenen Oktober. Was die Sicherheits- und Verteidigungspolitik angeht, gab es die Zusage, die deutsch-französische Brigade im kommenden Jahr an die NATO-Ostflanke zu schicken, dort gemeinsame Übungen abzuhalten. Deutschland ist bereits in Litauen präsent, Frankreich in Rumänien. Zukünftig soll eben in gemeinsamen Übungen Russland abgeschreckt werden mit dieser binationalen Einheit, was sicher ein gutes Signal ist, aber nochmal, es gab eben wesentlich größere Erwartungen. Es sollen auch gemeinsame maritime Manöver abgehalten werden im Pazifik. Aber insgesamt war, glaube ich, mehr erwartet worden. Auch was die Rüstungszusammenarbeit angeht, und das haben wir gerade schon in der Vorbesprechung so ein bisschen angetastet, gab es zum Ende des vergangenen Jahres Fortschritte zwischen Frankreich und Deutschland beim gemeinsamen Luftkampfsystem FCAS. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Jetzt gibt es aber einen neu unterzeichneten Vertrag, also dort geht es voran. Bei dem gemeinsamen Kampfpanzerprojekt, das zweite große strategische Projekt zwischen beiden Ländern, gibt es diesen Vertrag noch nicht. Und in der Pressekonferenz am Sonntag haben sowohl Herr Macron als auch Bundeskanzler Scholz sich eben hoffnungsvoll geäußert, dass es bei MGCS, also bei diesem Kampfpanzer,
auch weiter vorangeht, so wie bei FCAS. Deshalb stellt sich die Frage, und das wird so die Frage für mein Eingangsstatement sein, warum fällt es Deutschland und Frankreich im Moment so schwer, in diesem wichtigen Thema der Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu gemeinsamen Positionen zu finden, trotz dieses massiven Drucks, der entstanden ist auf Europa, auf die Europäische Union durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Ich glaube, der erste Erklärungsversuch, der erste große Unterschied zwischen beiden Ländern liegt in der Reaktion begründet. Die Außenministerin Annalena Baerbock wurde im März vergangenen Jahres mit den Worten zitiert: Deutschland ist in einer anderen Welt aufgewacht nach diesem 24. Februar, einer Welt, die erneut von militärischer Gewalt bestimmt wird, von Grenzen, die militärisch verschoben werden, nicht durch internationales Recht. Und ich glaube, dass Frankreich nicht aufwachen musste, um anzuerkennen, dass man in dieser Welt schon war. Ich glaube, Frankreich war auch in der Vergangenheit sich dessen bewusst. Frankreich hat in den letzten 10 Jahren einen Krieg geführt, in Westafrika zwar, nicht in Europa, aber doch einen sehr robusten Kampfeinsatz. Der wurde jetzt beendet. Trotzdem ist, glaube ich, militärische Gewalt und das Verhältnis zu den Streitkräften auch für die Politik in Frankreich ein vollkommen anderes, als es das in Deutschland ist. Das spiegelt sich wieder in vielen Diskussionen. Aktuell, um nur ein Beispiel zu nennen, in Frankreich aus der deutschen Sicht sehr spannend, die Diskussion um den Service National Universel, einem Freiwilligendienst, der ein Gesellschaftsdienst war zu Beginn, der aber auf jeden Fall aus deutscher Sicht mittlerweile wirklich sehr militärisch wirkt, mit einem Fahnenappell. Die jungen Leute tragen Uniformen, es wird die Nationalhymne gesungen. Und bei solchen Beispielen ist es immer spannend, sich vorzustellen, wie wäre das in Deutschland? Aus meiner Sicht undenkbar, auch nach dem Krieg in der Ukraine. Es wird in der letzten nationalen Sicherheitsstrategie von Resilienz gesprochen. Dieser Begriff ist sehr weit gefasst. Die ganze Gesellschaft soll sich auf Kriege vorbereiten in der Zukunft. Die Wirtschaft soll sich darauf vorbereiten, in Frankreich eine Kriegswirtschaft zu sein. Und das sind alles Begriffe, die eben sehr schwer vorstellbar sind in der deutschen Debatte. Der zweite Unterschied, der nicht so sehr mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, dadurch aber noch stärker zutage tritt aus meiner Sicht, liegt in den strukturellen Unterschieden begründet zwischen den Regierungssystemen, zwischen der Macht des französischen Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, der Vertikalität der 5. Französischen Republik, die zugeschnitten ist auf den nuklearen Präsidenten, der eben alleine sehr weitreichende Entscheidungen treffen kann, bis hin zum Abfeuern von oder zum Losschicken der französischen Atomstreitkräfte. Diese Macht ist natürlich mitnichten vergleichbar mit der Macht eines Bundeskanzlers, eines Olaf Scholz, der sich immer eng abstimmen muss, sowohl in seiner Regierung mit den verschiedenen Ministerien, mit den Ressorts. Und ich glaube, das ist in Frankreich nochmal ganz deutlich geworden jetzt am Wochenende. Am Sonntagabend gab es das Interview der Außenministerin auf LCI, wo sie eben diesen Satz sagte: Deutschland wird sich nicht dem entgegenstellen, wenn Exportanträge kommen, zum Beispiel aus Polen, um Leopard 2 Kampfpanzer an die Ukraine zu geben. Als Außenministerin, das widersprach zu diesem Zeitpunkt der jedenfalls offiziell kommunizierten Linie des Bundeskanzlers. Und aus französischer Sicht machte das, glaube ich, nochmal deutlich, dass es eben dieses Spiegeln, und darüber sprachen wir auch schon, dass das nicht funktioniert. Der Bundeskanzler ist nicht der französische Präsident, hat wesentlich weniger Macht, muss sich abstimmen, auch mit dem Bundestag. Das heißt, diese Faktoren spielen, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle, wenn man verstehen will, warum es so schwierig ist, gerade zwischen Deutschland und Frankreich zu gemeinsamen Positionen zu kommen, trotz des Kriegs in der Ukraine. Als dritte Erklärung und letzte, glaube ich, steht nach wie vor das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zur NATO, zwischen unseren beiden Staaten. Auch das nichts Neues. Am Sonntag wurden 60 Jahre des Élysée-Vertrags gefeiert. Sie erinnern sich vielleicht die Anekdoten um de Gaulle und seine Wut darüber, dass der Bundestag die Präambel in diesen Élysée-Vertrag hineindrückte, die eben vor dem Bekenntnis zur deutsch-französischen Freundschaft klar machte, die Briten haben jedes Recht, der Europäischen Gemeinschaft beizutreten in Zukunft, und Deutschland verpflichtet sich auf das enge Verhältnis zu den Amerikanern, zur NATO, zum transatlantischen Bündnis. In Frankreich eine ganz andere Sicht. Und ich glaube,
Deshalb sind diese Debatten um EU-Souveränität, um strategische Autonomie, auch wenn die im Moment sehr in den Hintergrund gerückt werden von dem Krieg in der Ukraine, immer noch absolut aktuell und spielen eben bei vielen Rüstungskooperationsprojekten, auch beim Einsatz der Brigade jetzt eine wichtige Rolle im Hintergrund. Um kurz zum Schluss zu kommen, ein kurzes Fazit zu ziehen. Ich glaube, all diese Unterschiede, ob sie strukturell sind, ob sie in dem Verhältnis zu den Amerikanern begründet sind, wären alle nicht schlimm, wenn wir unendlich Zeit hätten sozusagen. Jetzt ist aber dieser Krieg in der Ukraine bald ein Jahr alt. Es herrscht großer Druck und deswegen ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch von europäischen Mitgliedstaaten aus Osteuropa, aus dem Baltikum an Deutschland und Frankreich eben schnell Fortschritte zu machen, die aber nicht kommen. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, die unendliche Zeit ist eben wesentlich kleiner oder man hat wesentlich weniger Zeit als gedacht, um zu diesen Fortschritten zu kommen. Dazu wirklich nur abschließend 3 Szenarien. Wenn in der kommenden Woche, und das wünscht sich natürlich niemand, die chinesische Führung entscheidet, in Taiwan einzumarschieren, wenn die USA von einem Tag auf den anderen ihre gesamte Aufmerksamkeit oder jedenfalls ein Gros ihrer Aufmerksamkeit in den pazifischen Raum richten. Und die Europäer müssen mit ihrer Situation und mit dem Krieg in der Ukraine umgehen, stärker als sie das bisher getan haben. Das heißt, Deutschland und Frankreich müssten auch stärker führen, als sie das seit Februar letzten Jahres getan haben. Das zweite Szenario, 2024 wird Donald Trump oder ein vergleichbar isolationistischer Präsident ins Weiße Haus gewählt und sagt, warum 40.000 amerikanische Soldaten in Deutschland, warum die nukleare Teilhabe, warum das alles mitfinanzieren, wenn wir so viele Probleme im eigenen Land haben. Auch in diesem Szenario, und das wird von den Franzosen oft auch genutzt, um den Deutschen zu verstehen zu geben, wir müssen selbstständiger werden, wäre dieses Verhältnis wesentlich wichtiger. Und ein drittes, und ich glaube auch das ist nicht mehr unrealistisch, 2027 die nächste Präsidentschaftswahl in Frankreich. Wer sagt, dass wieder eine proeuropäische Regierung in Frankreich regieren wird? Wer sagt, dass nicht Marine Le Pen in den Élysée-Palast einzieht? Auch das wahrscheinlich ein Szenario, was sich wenige hier auf jeden Fall wünschen, aber ausgeschlossen werden kann es nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diese Leitlinien, die im Élysée-Vertrag eben angelegt waren zwischen Deutschland und Frankreich, die zu erneuern. Merci beaucoup pour cette présentation très, très structurée, effectivement, des grandes différences qui existent entre la France et l'Allemagne, à la fois dans la posture générale vis-à-vis des questions militaires, dans les structures de gouvernement, dans les rapports aussi avec les partenaires étrangers. Cela fait une Allemagne, effectivement, qui est un petit peu un partenaire décevant pour la France. Je vais me tourner vers Gaspard Schnitzler pour lui demander comment la France réagit finalement à ce partenaire allemand qu'elle semble désirer, qu'elle semble solliciter, qu'elle semble à chaque fois essayer d'attirer dans la même ligne que la sienne. Et finalement, elle est toujours déçue. Alors, qu'est-ce qui peut se passer ? Très bonne question. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, merci de mettre la jeunesse à l'honneur parmi les intervenants. Avant de parler de ce qui fonctionne pas et de ce qui fâche, je tiendrais juste quand même à faire une remarque préliminaire parce qu'on le dit très peu ces derniers temps, mais on a tendance à se focaliser sur ce qui fonctionne pas ou ce qui fonctionne difficilement dans la relation franco-allemande, ce qui est normal, mais il faut quand même dire qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent. Et si c'est compliqué dans les questions de défense ou par exemple sur les questions énergétiques, c'est aussi parce que c'est des questions qui touchent profondément à la souveraineté des États. Et en soi, il n'y a rien d'anormal à ce que ce soit difficile d'atteindre des compromis sur ces questions. Et ça ne se passe pas moins bien avec l'Allemagne qu'avec un autre pays, c'est simplement qu'il y a peu de pays en Europe avec lesquels on coopère à ce point. Et donc nécessairement, plus on coopère, plus il y a de risques de difficultés dans la coopération. Juste pour commencer sur une note positive, parce que la suite de la présentation va être plus une analyse des difficultés. Sur ce qu'a dit Jacob dans l'ensemble, je suis d'accord sur juste pour en introduction commencer sur la déclaration qui a été publiée à la suite du Conseil des ministres franco-allemands ce dimanche. Oui, elle est décevante parce qu'il y avait des hautes attentes, mais en même temps, on peut pas attendre grande chose de ce type de déclaration, ni d'ailleurs d'anniversaire du traité de l'Élysée qui ont lieu tous les 5 ans et qui peuvent pas donner à chaque fois lieu à des annonces tonitruantes. C'est plus symbolique
comme type d'événement. Et ce qui était important, c'était de voir que Scholz et Macron ont vraiment tenu aussi à apparaître comme unis. Alors évidemment, c'est de la communication, mais comme on parle souvent du divorce du couple ou du tandem franco-allemand, ils ont insisté sur ce point. Alors sur mon propos, j'aimerais l'articuler autour de 3 points également. Alors peut-être d'abord revenir sur la Zeitenwende, donc ce changement d'air, ce tournant pour l'Allemagne. Qu'est-ce que ça implique pour l'Allemagne et dans les relations franco-allemandes. Ensuite, j'aimerais faire un point sur l'industrie, la coopération industrielle en matière de défense, parce que c'est un des sujets sur lesquels je travaille notamment. Et enfin, peut-être une ouverture sur l'avenir de la défense européenne. Et je vais essayer de parler pas trop vite pour la traduction. Je suis désolé, je sais que j'ai tendance à parler vite, donc je vais faire un effort. Alors, pour revenir rapidement sur la Zeitenwende, donc elle implique plusieurs choses. C'est une vraie remise en question du modèle allemand qui reposait ces dernières années sur, je dirais, 3 éléments principaux. À la fois une énergie qui dépendait du gaz russe, d'un gaz russe peu cher, une défense qui reposait essentiellement sur les Américains et pour laquelle il y avait un certain désintérêt, et enfin des liens commerciaux étroits avec la Chine. Et on voit que sur ces 3 piliers, il y a des perturbations importantes qui se sont produites ces derniers mois. Donc la politique de défense allemande a connu d'importants changements. Vous avez vu, il y a eu cette annonce du fonds spécial de 100 milliards, le fait que l'Allemagne allait atteindre les 2% du PIB de dépenses de défense, le fait que l'Allemagne, qui jusqu'à présent était toujours dans une politique de la retenue, a accepté de livrer des armes à l'Ukraine, ce qui était assez inattendu, surtout venant d'un gouvernement quand même de gauche, avec le SPD et les Verts, qui sont quand même de nature plutôt anti-militariste dans leur fondement. Et on se souvient, au début, l'Allemagne avait été un petit peu attaquée par les pays d'Europe centrale et orientale parce qu'elle avait dit qu'elle livrerait seulement des casques ou des gilets pare-balles à l'Ukraine. Finalement, il y a eu ce changement. C'est vrai que l'Allemagne essaye de faire oublier sa politique d'ouverture vis-à-vis de la Russie qu'elle a menée ces dernières décennies. Il faut quand même avoir en tête que Nord Stream 2, ça a été signé en 2018, 4 ans après l'invasion, l'annexion de la Crimée. Tout ça, les pays baltes, la Pologne l'ont en tête et depuis des années disaient attention, la Russie est une menace et voilà, d'autres pays européens, dont la France et puis l'Allemagne, prenaient pas cette menace au sérieux. Donc il y a cette volonté de faire oublier tout ça. Ça se ressent aussi dans un instrument que l'Allemagne a mis en place. Alors, c'est un peu technique, on a un peu parlé, mais c'est ce fameux Ringtausch, échange d'alliances où l'Allemagne propose aux pays d'Europe centrale et orientale de céder leur équipement russe aux Ukrainiens, qui ont l'habitude de l'utiliser, et en échange, elle remplace par de l'équipement allemand. Ce qui est assez intelligent en termes de débouchés industriels pour l'avenir. Voilà, donc ça c'était un point. Donc tout ça vient bouleverser la relation avec la France, parce que pour l'instant, dans le partenariat franco-allemand, les questions de défense c'était plutôt le précaré de la France. L'Allemagne avait un certain désintérêt depuis des années pour la défense, au point d'ailleurs parfois d'énerver la France, qui demandait que l'Allemagne prenne davantage de ses responsabilités. Et d'ailleurs, ce fonds de 100 milliards, au début, avait été bien accueilli en France, comme au contraire un signe de cette prise de responsabilité allemande. Et finalement, quand la France a vu les premiers choix capacitaires qui ont été faits par l'Allemagne, d'achat essentiellement sur étagère, donc quand on dit sur étagère, donc c'est d'achat de l'équipement qui est déjà produit, américain, eh bien il y a eu une déception, parce qu'on pensait que ces 100 milliards serviraient à soutenir l'industrie de défense européenne, et peut-être la France espérait aussi l'industrie de défense française. Et finalement, achat de F-35, achat d'hélicoptères lourds américains, achat d'avions de patrouille maritime américains, abandon du projet de modernisation de l'hélicoptère franco-allemand Tigre, etc. Et la liste est longue. Il y a eu également une sensation un peu de trahison de l'annonce unilatérale de l'Allemagne de ce projet de bouclier antimissile, dans lequel la France n'était pas mise dans la boucle, alors qu'elle dispose elle-même d'un certain nombre de capacités qui pourraient s'inscrire dans ce dispositif. Et au final, je pense que la France est perturbée parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir l'Allemagne exercer ce langage de la puissance, prendre des décisions unilatérales, comme la France a pu le faire à plusieurs reprises par le passé, mais c'est quelque chose de nouveau venant de l'Allemagne, en tout cas en matière de défense, et donc ça vient perturber les relations. Le temps file, donc rapidement sur l'industrie de défense.
Donc on en a parlé, il y a plusieurs projets structurants pour nos deux armées, le remplacement de l'avion de combat Rafale et Eurofighter par un projet d'avion franco-allemand. La même chose pour le char, c'est quand même deux équipements particulièrement importants parce qu'ils sont symboliques, c'est les équipements les plus impressionnants dans une armée, et donc c'est des projets importants au-delà du symbole parce qu'il y a un besoin de renouvellement, et ils avancent avec difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie compétition industrielle entre la France et l'Allemagne. Je veux dire, l'industrie française et allemande sont à la fois les principaux partenaires avec des entreprises européennes franco-allemandes comme Airbus ou comme MBDA dans les missiles, mais à la fois, et c'est les principaux concurrents. Et sur le SCAF, donc ce programme d'avions de combat du futur, la difficulté repose principalement dans la répartition des compétences entre Dassault, qui est leader sur le programme, et Airbus, qui souhaiterait gagner en compétences dans le domaine aéronautique et à terme devenir l'unique entreprise européenne capable de produire des avions de combat. Évidemment, Dassault ne voit pas les choses de la même façon, et il y a un peu une peur de se faire à terme racheter par Airbus, ce qui d'ailleurs en soi, je ne dis pas que ce soit une bonne chose du tout, mais ce serait assez logique si on poursuit la logique de consolidation européenne qu'on a entamée, plutôt que d'avoir une base industrielle éclatée entre guillemets avec plusieurs acteurs, Saab, les Suédois qui produisent des avions, Dassault qui produit des avions, Airbus qui produit des avions. Voilà, à terme, évidemment, si on consoliderait, on serait plus compétitif par rapport à des acteurs américains, sud-coréens ou autres. Évidemment, voilà, chaque pays veut défendre son industrie et n'a pas forcément intérêt à abandonner sa souveraineté industrielle pour un certain nombre de raisons, l'autonomie stratégique, mais également des raisons simplement d'emploi, de maintien d'un savoir-faire, etc., etc. Sur l'autonomie stratégique, la relation à l'OTAN, oui, évidemment, on n'a pas la même compréhension. La France pousse pour une autonomie stratégique, c'est-à-dire une capacité de prise de décision et d'action souveraine, qui implique forcément d'acheter en priorité de l'équipement européen pour pas dépendre dans son utilisation de pays tiers. Et donc de développer une défense européenne pour, en cas de crise, être capable d'agir seul. L'Allemagne voit les choses un petit peu d'un autre œil, il privilégie toujours l'OTAN et la relation transatlantique, même si c'est intéressant de voir que depuis l'élection de Trump, il y a eu un changement. Il y a eu une prise de conscience de la part des Allemands qui se sont dit, bon, finalement, on peut avoir des gouvernements pas du tout pro-occidentaux, pro-européens aux États-Unis, qui finalement vont pas forcément venir nous soutenir en cas de crise, et donc ça a finalement servi au développement, à une prise de conscience et au développement de la défense européenne, parce que ils se sont rendus compte qu'il fallait quand même que l'Europe soit capable d'agir seule. Idem, le retrait complètement chaotique d'Afghanistan il y a 2 ans, au moment où les Américains sont partis, l'Europe s'est retrouvée sans capacité de retrait de son personnel, de ses militaires. Enfin voilà, du coup il y a eu cette inscription dans la boussole stratégique d'une capacité de réaction rapide européenne qui doit être développée à l'horizon 2025. De 5000 hommes. La boussole stratégique, pour ceux qui ne sont pas familiers de ce concept, c'est une sorte de livre blanc de la défense européen qui a été initié par l'Allemagne sous présidence allemande de l'UE et qui a été adopté en mars 2022 sous présidence française. Donc il y avait cette continuité franco-allemande et c'est une feuille de route pour les prochaines années avec un certain nombre d'échéances, de choses à atteindre. Et donc c'est important que la France et l'Allemagne s'y investissent. Une des échéances prochaines, c'est en mars par exemple, l'UE va adopter une stratégie spatiale de défense. Voilà, c'était une proposition française. La France a déjà une stratégie spatiale de défense. Là, l'Union européenne va se doter d'un tel document. Et il y a un certain nombre de mesures de ce type. Je vais m'arrêter là parce que je suis à 10 minutes, mais peut-être un mot de conclusion sur l'avenir de la défense européenne. Je pense que là, on est à un stade où finalement, une des externalités positives, si on peut dire entre guillemets, parce que ce qui se passe en Ukraine est dramatique, mais sur la défense européenne, c'est qu'il y a une prise de conscience des Européens qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore capables d'agir seuls, dépendant encore de l'OTAN et des États-Unis dans ce type de crise, mais il y a une hausse importante de tous les budgets de défense en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas trop de coordination, c'est un peu chaotique, tout le monde dépense de l'argent dans tous les sens, achète des équipements, beaucoup à l'étranger, sans se coordonner, mais il y a une volonté de l'Union européenne d'essayer de recadrer tout ça, et il y a des propositions qui ont été faites au niveau européen pour soutenir des acquisitions en commun, et voilà, donc il faut que la France et l'Allemagne soient un exemple en la matière, et soient moteurs, comme ils ont pu l'être par le passé sur de nombreux dossiers, sur ces points-là. Voilà, je vais m'arrêter ici.
Alors, vous avez terminé sur cette conception qu'on a souvent d'une France qui se conçoit encore comme puissance militaire et qui développe peut-être ça au plan européen en développant cette idée d'une autonomie stratégique qui serait la vieille autonomie française élargie au niveau de l'Union européenne, et puis au contraire une Allemagne très tournée vers l'OTAN avec une grande confiance dans le bouclier américain qui peut se prolonger. Je voudrais justement me tourner vers Madame Vax pour prolonger avec un regard d'outre-Rhin sur cette question. Une chose qui frappe souvent en France, quand on observe l'Allemagne, c'est cette grande confiance finalement qu'elle a montrée, confiance dans la paix, confiance dans les approvisionnements énergétiques de la Russie, confiance dans la défense américaine, quoi qu'il arrive, qui effectivement permettait de continuer à ne pas développer une défense propre de manière très active. En même temps, quel est le regard que jettent les Allemands sur cette France qui s'imagine encore peut-être comme une grande puissance militaire qu'elle voudrait étendre à ses voisins? J'aimerais savoir le regard que l'on porte de Berlin sur ces différents points de vue français sur la France et sur l'Allemagne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich wäre auch sehr gerne in Person dabei. Nur leider hat das eben, wie schon gesagt wurde, der Berliner Flughafen etwas anders gesehen und deswegen musste ausgerechnet heute gestreicht werden, so dass ich mich leider nur per Zoom aus Berlin zuschalten kann. Genau, das Kernthema des heutigen Abends ist es ja eben, also eben die Fragen, vor welchen strategischen Herausforderungen stehen Frankreich und Deutschland, welche Perspektiven haben die deutsch-französischen Beziehungen im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nun ist in der bisherigen Diskussion sind schon einige Punkte angeklungen, die ich auch vielleicht noch einmal unterstreichen würde. So ist aus meiner Sicht sicherlich war die deutsch-französische Zusammenarbeit und die Beziehungen im Bereich der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik noch nie wirklich einfach. Und wenn wir uns wirklich die Historie anschauen, dann sehen wir eigentlich insbesondere zwei Faktoren, die oft eine verstärkte Kooperation zwischen den beiden Ländern in verteidigungspolitischen Fragen behindert haben. Das ist eben erstens, das hat Jakob Broß schon eben erläutert, eben diese unterschiedlichen politischen Kulturen und Verhältnisse der beiden Länder zu Sicherheitspolitik, zu militärischen Mitteln, also was ja oft auch so ein bisschen unter dieses Konzept der strategischen Kultur subsumiert wird. Und zweitens als, ich sag mal, externe Variable eben die Rolle der USA in Europa und die unterschiedlichen Einstellungen eben von Berlin und Paris zu Washington und zur NATO. So wie nun der Krieg in der Ukraine grundsätzlich sehr große Auswirkungen auf die europäische Ordnung hat eben auch Auswirkungen auf diese beiden Faktoren. Das heißt, in meinem kurzen Input möchte ich auch weniger jetzt auf kleinteilige Fragen wie FCAS etc. eingehen. Ich denke, das können wir noch in der Diskussion genauer darauf eingehen, sondern auf eben diese beiden größeren übergeordneten Faktoren und eben insbesondere darauf, wie sie sich aus meiner Sicht eben durch den Krieg verändern und inwiefern sie sich oder wie sich das dann eben auch auf das deutsch-französische Verhältnis in sicherheitspolitischen Fragen auswirkt. Das heißt, ich möchte insbesondere 3 Punkte eigentlich in meinem kurzen Input machen. Erstens könnte aus meiner Sicht, das ist mein erster Punkt, der Krieg in der Ukraine eben zu einer grundsätzlich stärkeren Annäherung der sicherheitspolitischen Positionen dieser strategischen Kulturen zwischen Frankreich und Deutschland führen, was sich eben durchaus auch positiv gegebenenfalls auf Kooperation auswirken könnte. Das ist mein erster Punkt. Im Gegensatz dazu, und das ist dann der zweite, hat aber eben, und das ist auch schon angeklungen, die Abhängigkeit von den USA aufgrund des Kriegs oder aufgrund der Reaktionen auf den Krieg doch massiv zugenommen, was wiederum das deutsch-französische Verhältnis erschweren könnte. Das heißt, wir sehen quasi den einen Faktor, der Kooperation begünstigen könnte, der andere, der diese eher unterläuft. Was das dann also bedeutet und welche Perspektiven ich jetzt speziell für die deutsch-französischen Beziehungen sehe, da möchte ich dann als dritten Punkt eingehen. Genau, also zum ersten Punkt. Bereits der Élysée-Vertrag äußert ja eben das Bestreben, dass sich die militärischen Strategien von Paris und Berlin annähern.
Doch braucht es für ähnliche Strategien, aus meiner Sicht auch ähnliche Bedrohungswahrnehmungen und ähnliche Verständnisse oder Verhältnisse zu Sicherheitspolitik und zu militärischen Mitteln. Und da sehen wir doch, oder haben wir in den vergangenen Jahrzehnten und sehen es auch vielleicht immer noch, und insbesondere seit dem Ende des Kalten Kriegs doch gravierende Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich. Auf der einen Seite haben wir eben Frankreich, einen Atomwaffenstaat, in dem die Notwendigkeit von Verteidigung, von militärischen Mitteln nie grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Und auf der anderen Seite eben Deutschland, das ist angeklungen, ein Land, in dem die öffentliche Wahrnehmung eigentlich in den letzten 30 Jahren eher so war, dass das Ende des Kalten oder das Ende des Ost-West-Konflikts eigentlich wirklich dass damit der Frieden nach Europa gekommen ist, dass dies gezeigt hat, dass der Frieden durch Diplomatie möglich war und dass damit militärische Mittel eigentlich nicht mehr notwendig sind. Und wo eben auch ein Deutschland, wo eigentlich jede Debatte über sicherheitspolitische Fragen immer gleich zu einer Grundsatzdebatte über die Frage von militärischer Gewalt führt. Das heißt, sehr unterschiedliche strategische Kulturen und Verhältnisse. Der Krieg in der Ukraine hat aber jetzt aus meiner Sicht zumindest zu einem Bruch, zu eben einer dieser proklamierten Zeitenwende geführt. Deutschland, denke ich, durchlebt gerade die größte Debatte über Außen- und Sicherheitspolitik seit den letzten 30 Jahren. Also wenn man in Deutschland Fernsehen, Radio oder Zeitungen konsumiert, kommt man eigentlich gar nicht um diese Debatten um Atomdrohungen, Panzer etc. Umhin. Deutschland ist gerade dabei, seine erste nationale Sicherheitsstrategie zu schreiben und auch wir sehen eben auch eine größere Bereitschaft in Verteidigung zu investieren mit den 100 Milliarden für die Bundeswehr und eben einer Bereitschaft jetzt tatsächlich auch dieses 2%-Ziel mal zu erreichen. Und auch wenn es nach wie vor an einigen Stellen holpert und die Zeitenwende sicherlich noch nicht in allen Köpfen und allen Rädern der Bürokratie angekommen ist, würde ich doch sagen, dass wir insgesamt eine Veränderung in Deutschlands Verhältnis zu Sicherheitspolitik sehen. Und aus meiner Sicht könnte eben dieses neue Verständnis oder dieses sich wandelnde Verständnis über die Sicherheitspolitik sich durchaus auch positiv auf die Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland auswirken, da dies eben bisher oft auch dazwischen gestanden hat. Neben aber eben diesen Fragen über unterschiedliche politische Kulturen und Verhältnissen zur Sicherheitspolitik haben auch das Verhältnis zu Washington und zur NATO immer eine zentrale Rolle in deutsch-französischen oder wenn nicht sogar ein Keil in den deutsch-französischen sicherheitspolitischen Beziehungen dargestellt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, und zwar der Rolle der USA in Europa. Sie werden sicherlich, oder Jakob Ross hat es auch schon angesprochen, diese Anekdote über die Ratifizierung des Élysée-Vertrags im Deutschen Bundestag kennen, wo eben Konrad Adenauer quasi im Bundestag, insbesondere von seiner eigenen Fraktion, dafür kritisiert wurde, er habe nicht ordentlich Deutschlands Verankerung in der NATO und Beziehung zu den USA verteidigt, weswegen dann eben in die Präambel des Vertrages vom Bundestag ein Satz eingefügt wurde, der eben auf Deutschlands und Europas enge Partnerschaft mit den USA verweist, was natürlich für Paris ein Schlag ins Gesicht war. Letztlich haben diese beiden unterschiedlichen Ausrichtungen von Frankreich und Deutschland hinsichtlich eben der USA und der NATO, das heißt Frankreich, welches immer interessiert war an einem souveräneren Europa als eigenständigem Akteur auf der einen Seite, und Deutschland, welches eben das US-Engagement in Europa immer aufrechterhalten wollte und dies auch nach wie vor will, denn schließlich baut es seine ultimative Sicherheit eben auch auf diesen US-Garantien auf. Dies hat immer eine stärkere Kooperation erschwert. Und hier sehen wir, denke ich, und das könnte sich eben negativ auf die deutsch-französischen Beziehungen auswirken, eine wachsende Abhängigkeit Europas von Washington. Das heißt, trotz Bestrebungen nach strategischer Autonomie und europäischer Souveränität hat mit dem Krieg in der Ukraine und Europas Reaktion darauf sowohl qualitativ als auch quantitativ Europas Abhängigkeit von den USA zugenommen. Qualitativ sehen wir das darin, dass nur eigentlich unter US-Führung, unter Washington, die Europäer bereit waren und auch imstande waren, angesichts Russlands Angriff auf die Ukraine geschlossen zu agieren und substanzielle militärische und wirtschaftliche
Unterstützung für die Ukraine, aber auch Staaten eben an der Ostflanke bereitzustellen. Und quantitativ sehen wir dies aber auch in der Steigerung der US-Truppenpräsenz in Europa, in Beschaffungsentscheidungen für US-Systeme, F-35 etc. Das heißt, die Abhängigkeit der Europäer von den USA war eigentlich in den letzten 30 Jahren nie so groß, wie sie das heute ist. Das heißt, um nochmal meine 2 Punkte zusammenzufassen, auf der einen Seite sehen wir eben, dass eine Annäherung, oder sehen wir aus meiner Sicht aufgrund des Krieges eine Annäherung der sicherheitspolitischen Position, was sich positiv auf das deutsch-französische Verhältnis hier auslegen könnte. Auf der anderen Seite haben wir aber eben eine größere Rolle der USA, eine größere Abhängigkeit, was sich eher negativ auswirken könnte. Nun, was bedeutet das und welche Perspektiven aus meiner Sicht haben die deutsch-französischen Beziehungen, die Kooperation in der Verteidigungspolitik? Damit komme ich zu meinem 3. Punkt. Aus meiner Sicht zeigen diese Entwicklungen einerseits wirklich die Grenzen europäischer Souveränität und des oft proklamierten deutsch-französischen Motors in Europa. Das heißt, es wurde in den letzten Jahren viel geredet, viel proklamiert, aber relativ wenig umgesetzt. Andererseits demonstriert es aber eben auch aus meiner Sicht genau dessen Bedeutung. Wir müssen in Europa über Diskussionen bezüglich der genauen Definition von strategischer Autonomie oder europäischer Souveränität hinaus konkrete Schritte unternehmen, um mehr für unsere eigene Sicherheit zu tun und nicht alle Last sozusagen auf die Schultern der USA zu schieben. Die USA haben zwar mit ihrer Reaktion auf den Ukraine-Krieg ihr Interesse an einem stabilen und sicheren Europa sicherlich demonstriert, doch werden sie sich in den nächsten Jahren also aus meiner Sicht sicherlich stärker auf China und den Indopazifik konzentrieren, was eben für Europa bedeutet, dass zumindest im konventionellen Bereich Europa stärker für seine Sicherheit sorgen muss. Kurzfristig ist es daher aus meiner Sicht wichtig, dass die beiden Regierungen überhaupt erstmal ihre Konsultationen stärken. Bereits im Élysée-Vertrag wie auch im Vertrag von Aachen äußern Berlin und Paris die Bestrebung, sich gegenseitig vor jeder Entscheidung in allen wichtigen Fragen der Außenpolitik zu konsultieren. Weil genau das hat aber scheinbar in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten nicht wirklich funktioniert, wenn wir uns das Debakel über eben die European Sky Shield Initiative, über die F-35-Entscheidungen und über die Lieferung von Panzern anschauen. Das heißt, das hat unzureichend stattgefunden. Jedoch kann eigentlich nur ein gemeinsamer Austausch, auch gemeinsame Antworten für eben diese strategischen Herausforderungen, vor denen Frankreich und Deutschland stehen, ermöglichen. Mittel- bis langfristig ist es dann aber auch wichtig, dass diese ganzen Gespräche, Erklärungen und Reden auch, dass denen eben auch konkrete Taten folgen. Denn dies ist auch schon angesprochen worden. Deutschland und Frankreich haben mit ihren Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine viel Vertrauen aus meiner Sicht unter ihren zentral- und osteuropäischen Verbündeten verspielt. Da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn das Interesse doch hier größer ist an der US. Deutschland und Frankreich wirklich einen Motor auch im sicherheitspolitischen Bereich darstellen wollen und die europäische Säule innerhalb der NATO stärken wollen, müssen sie dies eben auch durch konkrete Handlungen, das heißt Truppenpräsenz, stärkeres geschlossenes Handeln, strategisches Messaging auch demonstrieren. Und damit komme ich zum Ende. Vielen Dank. Merci bien pour avoir insisté sur ces points de divergence et de convergence entre la France et l'Allemagne. Je voudrais retenir un point sur lequel vous avez insisté également, qui est la dépendance accrue de l'Europe sans doute, mais de l'Allemagne aussi particulièrement au regard des États-Unis, à travers les différents achats de matériel que vous avez évoqués. Et je voudrais me tourner de nouveau vers Jacob Ross pour essayer de comprendre quel est le moteur et le ressort de ces décisions qui sont prises encore récemment en Allemagne, de se tourner toujours plus vers les États-Unis. On dit souvent c'est la rapidité, parce que si on veut aller vite pour dépenser ces 100 milliards, il y a de tels besoins en Allemagne qu'on ne peut pas commencer à développer des nouveaux projets qui arriveront dans 20 ans. Il faut tout de suite utiliser ce qui est disponible, sans doute. Mais
on l'a redit encore, chacun le dit, il y a tout de même cette grande dépendance. Et c'est vrai que du point de vue français, on a l'impression qu'il y a eu la grande dépendance vis-à-vis de la Russie. Maintenant, on fait la grande dépendance vis-à-vis des États-Unis. Alors, je veux pas dire que les États-Unis, surtout celle de Biden, sont comparables avec la Russie de Poutine. À aucun niveau, d'ailleurs, on peut les comparer véritablement. Mais il y a tout de même cette idée de dépendance. Alors, est-ce que c'est dans la coalition, dans les partis politiques, comment est-ce qu'on peut décrypter cette prise de décision? Parce qu'en Allemagne, tout vient de discussions au sein des Koalitionen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich, also es ist eine Frage, die, wie gesagt, die deutsch-französischen Beziehungen seit 1963, seit der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags begleitet, die damit zu tun hat, glaube ich, wie die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder Eingang gefunden hat in die internationalen Beziehungen, in die internationale Politik. Die Westbindung, die NATO-Zugehörigkeit haben Deutschland eben sozusagen den Platz zurückgebracht auf der internationalen Bühne nach den deutschen Verbrechen des Zweiten Weltkriegs. Im europäischen Kontext war die deutsch-französische Freundschaft dafür entscheidend. Und ich glaube, diese beiden Pole haben immer miteinander gestritten, insbesondere wenn sie aufeinander gestoßen sind. Also in den Jugendaustauschen zum Beispiel, in den Städtepartnerschaften, die Sprachaustausche war Frankreich natürlich wichtiger als Nachbarland. Aber bei den Sicherheitsgarantien waren es die USA. Und diese zwei Pole finden sich bis heute in vielen Institutionen. Also die finden sich in den Freundschaftsgruppen im Bundestag, in solchen Organisationen wie der Atlantikbrücke, bis hin in die Ministerien, wo bis heute im Bundesverteidigungsministerium zum Beispiel es die Transatlantiker gibt und die Deutsch-Franzosen in wesentlich in der Unterzahl. Aber doch eben diese zwei Gruppen, die sich dann beispielsweise bei solchen Entscheidungen wie für Rüstungsgüter, wie für die F-35, die Frau Wachs ansprach, eben auch streiten innerhalb dieser Ministerien. Ich glaube, das gibt's in ähnlicher Form vielleicht in Frankreich, aber wesentlich weniger stark ausgeprägt, beziehungsweise war in Frankreich historisch diese souveränistische Position einfach so stark, dass es die Debatten nicht so sehr gab. Und ich glaube, dass auch das wurde gerade schon angesprochen, der Krieg in der Ukraine jetzt ein Stück weit die Fortschritte, die es gegeben hat, mit Bezug auf die europäische Souveränität, auf die Stärkung der europäischen Unabhängigkeit seit 2017, auch durch die Trump-Präsidentschaft, dass diese Fortschritte ein Stück weit jetzt wieder zunichte gemacht werden. Aus französischer Sicht, aber auch aus deutscher Sicht, denke ich, denn die Warnung davor, dass auch Amerika nicht immer ein verlässlicher Partner sein wird, die ist ja nicht unbegründet. Ich kann mich gut erinnern, ich habe 2019 im Quai d'Orsay hier in Paris ein Praktikum gemacht und ich erinnere mich, dass viele Abteilungsleiter sich tatsächlich insgeheim natürlich, aber doch die Wiederwahl Donald Trumps wünschten, einfach weil Donald Trump, wenn man es ein bisschen zuspitzen möchte, mehr für die europäische Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeit getan hat als jeder europäische Staats- und Regierungschef, einfach durch die Sorge, dass man in dieser Abhängigkeit zu den USA steht. Und nur noch ein konkretes Beispiel. Jetzt gibt es diese Entscheidung, das Sondervermögen wird unter anderem für diese F-35-Flugzeuge amerikanische eingesetzt. Das hat in Paris zu Ärger geführt, auch wenn es realistisch betrachtet keine französische Alternative gab. Das wurde von deutscher Seite auch kommuniziert. Diese Flugzeuge sind spezifisch eingekauft, um die nukleare Teilhabe Deutschlands zu versichern sozusagen, um im Ernstfall amerikanische Atombomben ins Ziel zu verbringen. Das wurde aber auf französischer Seite nicht ganz geglaubt. Also in Frankreich gehen viele in den Ministerien immer noch davon aus, dass die Amerikaner jetzt den Fuß in der Tür haben und dass über diese 35 Flugzeuge, die beschafft wurden, in Zukunft mehr von diesen Flugzeugen beschafft werden, was dann natürlich die deutsch-französische Kooperation beim Flugzeugbau in Frage stellen würde. Und ja, so glaube ich, dass das tatsächlich auch, um positiv zu sein am Ende, dass es da viel mehr Austausch geben muss, vielleicht auch mehr trilateralen Austausch, also Deutsch, Französisch, Amerikanisch, dass die drei Seiten in einem Raum sind, damit es nicht ständig zu diesen Missverständnissen kommt.
Merci. Sur ces questions d'armement, peut-être que Gaspard Schnitzer voudra réagir. Je voudrais ajouter peut-être une question aussi, qui est une thématique qui est celle de la réforme des traités. Est-ce que c'est quelque chose qui doit aussi être attendu? Quelles sont les possibilités que ça advienne un jour? Est-ce que le calendrier de la réforme des traités est pertinent avec les problèmes de stratégie que nous avons en commun? Parce que vous avez beaucoup parlé aussi de l'avenir de la défense européenne. Merci beaucoup pour cette question et je vais profiter d'abord pour rebondir sur les différents points qui ont été invoqués et puis après j'y répondrai. Peut-être juste sur la dernière question, donc sur le choix allemand de se procurer en priorité de l'équipement américain. Moi j'y vois plusieurs raisons. Je pense qu'il y a déjà deux réalités différentes entre la France et l'Allemagne. La France utilise son armée régulièrement en opération extérieure. Elle a un niveau de préparation plus élevé que l'armée allemande et elle peut pas se permettre d'avoir de l'équipement défaillant parce que il en va de la vie des hommes qu'elle déploie en opération. L'Allemagne depuis des années, c'est connu, il y a des rapports chaque année, est très critiquée pour le faible taux de disponibilité de ses équipements, pour d'importantes lacunes capacitaires et donc les deux pays ne partaient pas du même point de départ. Et l'Allemagne, au vu de la guerre en Ukraine, est plus dans une logique de combler plus rapidement possible ces lacunes capacitaires. Et pour les combler plus rapidement, elle se tourne vers les pays qui sont capables de livrer rapidement parce qu'ils produisent dans des grandes quantités. Et malheureusement, en Europe, l'industrie de défense européenne n'est pas dimensionnée de façon adéquate pour livrer en grande quantité rapidement parce qu'on a une industrie de défense de temps de paix et parce qu'on a un marché beaucoup plus petit que les États-Unis et bien moins consolidé. Ça, c'est un point. Sur les cultures stratégiques différentes. Je trouve que c'est intéressant parce qu'évidemment, une des raisons des dysfonctionnements, c'est cette différence de culture stratégique. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, c'est on va dire toutes les raisons historiques, politiques, géographiques qui font qu'un pays a tel ou tel rapport à sa défense. Évidemment, donc l'Allemagne a cette culture de la retenue pour des raisons historiques évidentes. Et on sent cette différence de culture stratégique à différents niveaux. Par exemple, sur la récente prise de décision sur la livraison de chars Léopard, on a reproché à l'Allemagne sa lenteur, le fait qu'elle n'ait pas accepté plus rapidement. Mais en fait, il n'y a pas la même verticalité qu'en France où les décisions se prennent de façon unilatérale. Il y a déjà un besoin de recherche de consensus au sein de la coalition, il y a une certaine prudence, une certaine retenue, et donc tout ça explique cette lenteur et il faut l'accepter. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est on a parlé de l'élaboration de la nouvelle stratégie, première stratégie de défense allemande, et je suis bien placé pour en parler en tant que chercheur dans un think tank. La façon dont ça s'est fait en France et en Allemagne, les deux exercices, est totalement différente. En France, on a annoncé cet été, le président de la République, la parution de la nouvelle revue stratégique. Aucun think tank n'a été consulté. On nous l'a présenté quelques jours avant que ça paraisse, mais c'était déjà ficelé. Les parlementaires ont été consultés rapidement pendant l'été. En Allemagne, ça fait des mois qu'il y a des groupes de travail, de réflexion avec des membres de think tank, des chercheurs pour faire ça de façon beaucoup plus horizontale et consensuelle. Donc c'est intéressant de voir aussi cette différence de culture, comment elle se matérialise à ce niveau-là. Sur le rapprochement des stratégies de défense, j'ai envie d'y croire parce que en effet, on a un rapprochement en fait de la perception des menaces du fait de la guerre en Ukraine et de la transformation nécessaire de nos modèles d'armée. Le modèle français, depuis des années, était plus tourné vers un modèle expéditionnaire, des opérations à l'étranger, beaucoup en Afrique et ailleurs. Et là, on revient vers ce que les Allemands appellent la Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, la défense du territoire national et le retour de ce qu'on appelle les conflits de haute intensité et tout ce que ça implique. Et ça, c'est des enjeux qui sont partagés par les deux pays et donc les modèles d'armée vont sans doute converger pour cette raison. Sur le rôle de l'OTAN, c'est intéressant, on voit là dans la déclaration qui fait suite au Conseil des ministres de dimanche, toute l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on a un point qui dit l'OTAN est le garant de la sécurité européenne et c'est la priorité, il faut renforcer la coopération UE-OTAN. Puis le point d'après, c'est il faut renforcer les capacités de défense européennes, développer l'industrie de défense européenne. Donc on voit bien les deux visions françaises et allemandes mis côte à côte et puis on a essayé de mettre tout le monde d'accord en mettant tout ça dans le même texte. Et sur la dépendance capacitaire aux États-Unis, pourquoi c'est un problème en soi ? Je pense que ça l'est pour plusieurs raisons et peut-être que les Allemands
en ont moins conscience. Je dirais qu'un premier souci, c'est en fait la restriction d'usage qui en découle. C'est-à-dire que quand vous achetez l'équipement américain, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez avec. Si vous voulez l'utiliser dans un pays pour une intervention et que les Américains n'ont pas envie que vous alliez dans ce pays, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et idem si vous voulez le réexporter vers d'autres pays. Et donc, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et ça, c'est quelque chose qui est inconcevable pour la France. Et c'est vrai que pour les pays qui ont moins une culture d'intervention militaire, ça peut s'entendre. Pour vous donner un exemple, qui est bien connu, je pense, par les Français qui travaillent dans les questions de défense, mais moins par les Allemands, à mon avis, au moment de la guerre en Irak, quand la France a refusé de s'engager aux côtés des États-Unis, il y a eu des répercussions en matière industrielle, où en fait, il y a certains domaines où on est dépendant des Américains, on ne produit pas tout nous-mêmes, et notamment les catapultes du porte-avions Charles de Gaulle, une catapulte qui permet de propulser les avions. Et donc les Américains ont cessé tout simplement de livrer les catapultes, en représailles du fait de ne pas les avoir suivis en Irak. Donc voilà, même si on est des alliés, parfois ça peut mettre dans des difficultés de dépendance. Et enfin, un autre souci de la dépendance capacitaire aux Américains, je dirais que c'est l'absence de réciprocité. Les Américains ont ce qu'ils appellent le Buy American Act, qui fait qu'en fait l'administration doit en priorité acheter de l'équipement auprès d'industriels nationaux, ce qui peut paraître logique, mais donc le ministère de la Défense américain va toujours acheter en priorité de l'équipement à ses industriels nationaux pour soutenir son industrie. Et puis si ils sont pas capables de produire quelque chose qui répond aux besoins, alors ils vont se tourner vers d'autres pays. Nous, en Europe, on n'a pas la même chose. On peut acheter tout à fait de l'équipement coréen, turc, américain, israélien, alors que d'autres industriels produisent la même chose en Europe. Il n'y a pas cette préférence, et donc la France, depuis des années, aimerait qu'il y ait cette préférence. Et pour répondre très rapidement sur la réforme des traités, je pense qu'il y a une convergence. Il y a eu un peu une surprise de la France lors du discours de Scholz à Prague, où il a un peu donné sa vision sur l'Europe. On n'avait pas beaucoup entendu l'Allemagne sur sa vision européenne. Il y a des points... des petites, différences sur certains points, par exemple sur l'élargissement. L'Allemagne parle souvent d'élargissement aux Balkans occidentaux, ça c'est partagé par la France, mais elle parle aussi également d'élargissement à la Géorgie, à la Moldavie, à l'Ukraine. La France est plus réticente sur ces points, et d'ailleurs ça apparaît pas dans le compte-rendu du Conseil des ministres. On parle que des Balkans, on parle pas des autres pays. Donc là, je pense qu'il y a un point de dissension. Après, sur passage par exemple au vote à la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité pour essayer de débloquer les choses, là les deux pays sont d'accord en matière donc de politique étrangère et de fiscalité notamment, sans rentrer dans des détails trop techniques. Donc il y a quand même une convergence, et puis une prise de conscience partagée quant au besoin de réformer les traités, avec une Union européenne qui va grandir de plus en plus. On est à 27, mais demain on sera à 36, et avec ce basculement du centre de gravité, si on fait des élargissements vers l'Est, ces pays-là auront plus d'importance, et donc il faut être sûr qu'avec le mode de fonctionnement et de prise de décision qui existe au sein de l'Union européenne, on soit encore capable de fonctionner correctement sans que certains pays puissent paralyser des prises de décision. Voilà, merci. Merci beaucoup. Vous avez rappelé que le fait de disposer de matériel étranger souvent était un petit peu embarrassant quand on voulait le réexporter ou le réutiliser. C'est vrai du matériel américain, mais c'est vrai aussi du matériel allemand. Et l'affaire des chars Léopard a bien montré qu'il fallait l'autorisation de l'Allemagne pour les réexporter. Si on avait vendu un peu plus de chars Leclerc, de chars Leclerc en Europe, on aurait peut-être, du point de vue français, pas eu la même difficulté. Alors, je voudrais donner la parole de nouveau à Madame Vax, qui là encore voudra peut-être réagir sur les propos qui ont été tenus par les uns et les autres précédemment. Et puis, pour lui poser une question particulière également, j'aurais aimé l'interroger, puisqu'on vient de dire qu'en Allemagne, la stratégie nouvelle était très largement placée sur une réflexion assez ouverte et transparente qui intègre également les think tanks, et puisque nous avons la chance de vous avoir participant à un think tank important, quels sont les axes de discussion à l'intérieur de l'Allemagne sur la nouvelle stratégie vers laquelle on se dirige? Ja, vielen Dank. Ich gehe mit vielen Punkten, die jetzt schon angesprochen wurden, absolut mit. Also ich denke, was eben diese ganzen Beschaffungsentscheidungen angeht mit F-35, da spielen sicherlich und anderen Systemen aus den USA, da spielen sicherlich
unterschiedliche Faktoren eine Rolle für Deutschland. Und genau, man darf eben nicht Deutschlands Interesse an dem US-Engagement an der Stelle wirklich unterstützen und eben Deutschlands Interesse daran, dass die USA auch weiterhin in Europa aktiv bleiben. Das hat natürlich dann eben auch, das führt natürlich auch dazu, dass Deutschland da das stärker signalisiert und kein Interesse daran hat, hier durch irgendwelche neuen Projekte in Europa diese US-Garantien oder Zweifel daran aufzukommen zu lassen, dass es Interesse daran haben könnte. Denn letztendlich beruht nun mal Deutschlands Sicherheit auf der US-Garantie, auf der NATO etc. Das heißt, ich glaube, einerseits spielen bei diesen ganzen Beschaffungsentscheidungen so ein bisschen diese ordnungspolitischen Fragen für Deutschland eine große Rolle. Sicherlich ist es aber auch die zeitliche Variable. Also ich glaube, Jakob Ross hat es gesagt, eigentlich gab es keine wirkliche Alternative zu F-35. Also ich meine, Deutschland musste da jetzt ein neues Kampfflugzeug beschaffen. Ansonsten, also es braucht die Fähigkeit, unter anderem eben auch für die nukleare Teilhabe. Die Tornado-Kampfflugzeuge können da nicht noch länger modernisiert werden. Das heißt, Deutschland musste da Entscheidungen treffen und da gab es keine wirklichen französischen oder für eben auch gerade diese europäische, für gerade diese nukleare Teilhabe irgendwelche europäischen Alternativen. Das heißt, diese zeitliche Variable spielt sicherlich auch mit da rein. Jetzt aber, um zu Ihrer Frage zu kommen, zu der nationalen Sicherheitsstrategie. Ich denke, hier sehen wir gerade ganz gut, was Deutschland eigentlich für einen Prozess wirklich durchmacht. Und zwar, dass eben, Jakob Ross hat es angesprochen, wie Baerbock es ausgedrückt hat, dass Deutschland in einer neuen Welt aufgewacht ist. Und ich glaube, in Deutschland muss man gerade erstmal den Weg dazu finden, eine Debatte über die eigenen Interessen oder überhaupt, also dieses Wort eigene deutsche Interessen überhaupt zu nennen, diesen Begriff. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und das ist noch nicht wirklich, ich glaube, die öffentliche Wahrnehmung oder die öffentliche Debatte tut sich da immer noch schwer, auch wenn seit Monaten debattiert wird über Sicherheitspolitik. Aber auch in den Rädern der Bürokratie ist das schwierig, hier strategisch vorzugehen. Und ich glaube, da kann sich Deutschland sicherlich oft auch eine Scheibe von Frankreich abschneiden, was da eben etwas strategischer vielleicht agiert, aber eben auch zentralistischer organisiert ist, wo eben so etwas durchaus auch einfacher ist. Das heißt, ich glaube, Deutschland muss sich gerade erstmal daran gewöhnen und erstmal diese Prozesse in Gang setzen. Und bezüglich jetzt speziell der nationalen Sicherheitsstrategie sehen wir eben auch, wie kompliziert das ist, wenn es unterschiedliche Akteure in der Regierung gibt, die unterschiedliche Meinungen haben und die in Deutschland eben alle ein Mitspracherecht haben. Das heißt, wir haben es eben, also letztendlich war es ja so bei der nationalen Sicherheitsstrategie, dass das Auswärtige Amt dafür federführend zuständig war, dass aber eben auch andere Ministerien damit reingespielt haben, was bisher scheinbar nicht dazu geführt hat, dass wir eine funktionierende Strategie haben, da scheinbar zu viele Interessen und Akteure damit mit rein pfuschen sozusagen. Es gab auch Transparenzoffensiven, es gab einen Blog zu eben dieser nationalen Sicherheitsstrategie. Das heißt, Deutschland versucht, glaube ich, und das ist so ein bisschen auch meine Bedenken bei diesem deutschen Vorgehen. Ich finde es einerseits sehr wichtig, dass es diese demokratischen Prozesse und diese Transparenz gibt. Aber oft führt es in Deutschland eben eher zu chaotischen Prozessen. Und ich glaube, hier ist es wichtig, dass Deutschland eben wirklich auch aus diesen Erfahrungen jetzt konkrete Lehren zieht, wie man zum Beispiel Strategien tatsächlich angeht. Aber ich glaube, das ist eben für Frankreich manchmal schwer zu verstehen. Aber ich glaube, also schwer zu verstehen für wie groß gerade die Veränderung in Deutschland ist. Aber ich glaube, diese Zeitenwende, sie wurde zwar im Februar vor einem Jahr proklamiert, aber es dauert eben noch einiges, bis sie wirklich auch konkret in Deutschland in den Köpfen und in der Bürokratie angekommen ist. Das heißt, ich glaube, da muss Frankreich noch ein bisschen mehr Geduld auch mit Deutschland haben, was dieses Agieren von Deutschland angeht.
Alors, arrivé à ce point de notre soirée, nous avons le temps encore de donner la parole à la salle pour poser quelques questions. Je suis certain que sur ces sujets, elles sont nombreuses. Et donc, eh bien, vous pouvez vous manifester. Monsieur? Merci beaucoup. Je vais poser ma question en allemand. Vielen Dank erstmal für die Intervention. War sehr interessant bis jetzt. Ich wollte fragen, Sie sprachen, also die Frage gilt an alle, Sie sprachen von Abhängigkeiten zu den USA. Was ist damit gemeint? Also ist da eher eine wirtschaftliche Abhängigkeit gemeint, eine politische Abhängigkeit? Genau, das würde ich gerne wissen. Und in Bezug auf China, weil darüber haben wir jetzt bis jetzt noch nicht gesprochen, wir haben gesehen, dass die Handelsvolumina der EU insgesamt, aber gerade halt eben auch in Bezug auf Deutschland, gegenüber den USA eher abnehmen, aber gegenüber China zunehmen. Wie sieht da die Einschätzung aus? Können Sie sich vorstellen, dass es da auch zu unterschiedlichen Auffassungen kommen könnte zwischen Deutschland und Frankreich? Also wie da, ob man sich da zu einer gemeinsamen Linie einigen kann, auch hinter dem Hintergrund, dass eben Scholz im vorherigen Herbst alleine in Peking war und und Macron ihm angeboten hatte, mitzukommen, aber er dies abgelehnt hat. Dankeschön. Sur ces questions avec la Chine, il y aura d'autres questions, donc chacun aura le temps de s'exprimer. Je veux bien commencer. Zu der Abhängigkeit von den USA, ich glaube, da gibt es also im militärischen Bereich, sicherheitspolitischen Bereich eben die konventionelle, nicht-nukleare, den konventionellen Teil. Sie erinnern sich vielleicht der höchste deutsche General Alfons Mais, der im Februar letzten Jahres nach der russischen Invasion sagt, die Bundeswehr stünde blank da. Seitdem gibt es die Diskussion, wie stünde die Bundeswehr ein Jahr nach dieser russischen Invasion im Gefecht, tatsächlich im Kampf gegen diese russische Armee da, die französische Armee genauso. Und da kommt man immer wieder zu, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber ich glaube, die Ukraine verschießt pro Tag so viel Artilleriemunition und Panzermunition, dass Deutschland wahrscheinlich 3 Tage diesen Krieg überhaupt nur führen könnte, weil es einfach logistisch überhaupt nicht fähig wäre. Das heißt, da wird ganz deutlich, wenn es diese amerikanischen Unterstützung nicht gäbe, dann wäre die Ukraine vermutlich nicht da, wo sie heute ist. Das ist die konventionelle Abhängigkeit. Und dann eben, und das wurde ja schon angesprochen, eben der nukleare Schutzschirm, den die Amerikaner eben unter anderem über Deutschland auch mit aufspannen sozusagen. Für Frankreich ist das was anderes, deswegen ist Frankreich auch nicht Teil der NATO-Nukleargruppe, nimmt zwar an Diskussionen teil, aber ist nicht Teil der Nuclear Planning Group, weil Frankreich eben mit seinen Atom-U-Booten und seinen Atomwaffen, die von Flugzeugen getragen werden können, eben eine eigene Nuklearfähigkeit hat. Deutschland hat das nicht. In Büchel in der Eifel liegen die amerikanischen Atombomben. Also das sind die 2 großen Abhängigkeiten, also von denen, die ich im Kopf habe, wenn ich von Abhängigkeit von den USA spreche. Und ganz kurz zu China, zu diesem Affront sozusagen. Und ich glaube, man kann es schon so nennen, dass der Kanzler überhaupt nicht eingegangen ist auf diese Bitte des französischen Staatspräsidenten, ihn zu beteiligen an der China-Reise. Denn 2019, als der chinesische Staatspräsident in Frankreich war, hatte Macron ja ausdrücklich die deutsche Bundeskanzlerin, auch den damaligen Präsidenten der Kommission, Jean-Claude Juncker, dazugeholt, um eben im Gespräch mit der chinesischen Staatsführung, mit der kommunistischen Partei klarzumachen. Also die Chinesen versuchen immer im europäischen Kontext alles bilateral zu machen, weil sie dann eben wesentlich mehr Gewicht haben im Verhältnis zu Deutschland, auch zu Frankreich. Und Macron hatte eben diese Strategie gefahren, zu sagen, zu dritt und gemeinsam mit der Kommission haben wir wesentlich mehr Gewicht und Verhandlungsmasse gegenüber den Chinesen. Aber offensichtlich ist es diplomatischer Usus, dass der erste Staatsbesuch im Ausland dann eben nicht mit dem Partner durchgeführt wird. Und nur noch ein Satz zu der unterschiedlichen Auffassung beider Länder im Verhältnis zu China. Ich glaube, für Deutschland ist China vor allem Absatzmarkt in den vergangenen Jahrzehnten gewesen, für große deutsche Unternehmen extrem wichtig.
Für viele französische große Unternehmen ist der chinesische Markt auch sicherlich wichtig. Für die Franzosen gibt es aber noch andere Dimensionen, die es für Deutschland nicht gibt. Frankreich hat viel Staatsgebiet im Pazifik, in den Überseegebieten, in Neukaledonien zum Beispiel. Ich weiß, Ende 2021 gab es das 2. oder das 3. Unabhängigkeitsreferendum dort, wo die französischen Dienste und Behörden Sorge hatten, weil es chinesischen Einfluss oder Einflussnahmen gab auf diese Abstimmung des Referendums. Und solche Interessen hat Deutschland nicht. Deutschland hat keine Territorien im Pazifik, hat keine Pazifikflotte. Also da ist der französische Blick auf China, aber auch auf viele andere Länder in dieser Region eben ganz anderer als der deutsche. Un mot rapidement. Bon, Jacob a déjà dit beaucoup de choses, mais sur la dépendance aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a cette particularité française d'être l'unique puissance nucléaire en Europe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un peu un changement de doctrine ces dernières années. Emmanuel Macron, dans son discours sur la doctrine nucléaire française à l'école militaire il y a quelques années, avait ouvert la dissuasion nucléaire aux Européens, enfin une sorte d'appel aux Européens, dire voilà, on peut réfléchir ensemble à une sorte de dissuasion partagée où on se coopérerait sur la dissuasion, même si voilà, même les personnes qui travaillent sur les questions de défense n'ont pas tout à fait compris ce qu'il entendait par là, et on ne sait pas si c'est voilà, une initiative qu'il a prise ou si c'était vraiment quelque chose de très réfléchi. Et on a un peu du mal à comprendre comment on peut partager la dissuasion, parce qu'à la fin, c'est quand même une personne, un pays qui appuie sur le bouton, et on peut difficilement imaginer que ça soit une prise de décision collégiale. Mais je pense que l'idée était de dire voilà, notre dissuasion vaut pour tous les partenaires européens, et nos intérêts stratégiques vont au-delà de la France. Une menace contre Tallinn ou contre un État même à l'autre bout de l'Union européenne vaut comme une menace contre nos intérêts stratégiques, et donc la dissuasion sera là pour vous défendre. Voilà, bon, ça n'a pas beaucoup avancé sur ce point. Sur la Chine, ça sort de mon domaine de compétences, mais juste un mot. Oui, c'est vrai que la Chine essaye de négocier en bilatéral pour diviser les Européens, mais comme le faisait également la Russie ou comme le font d'autres puissances. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même relation, parce que l'Allemagne a une relation économique bien plus développée avec la Chine que n'a la France, et je pense que côté français, il y a plus une méfiance vis-à-vis de la Chine, et on le voit notamment sur tout ce qui est contrôle des investissements directs étrangers. En France, la France a pas mal renforcé sa législation en matière de contrôle et regarde avec attention les prises de participation chinoises dans des entreprises ou dans des secteurs stratégiques. D'où aussi cette incompréhension autour de ce qui s'est passé dans le port de Hambourg, si je me trompe pas, même si voilà, finalement c'était plus complexe que ça n'a été présenté, mais ça c'est peut-être un point aussi de divergence. Madame Wax, si vous voulez intervenir, mais sinon il y a d'autres questions peut-être qu'il faut prendre, parce que sinon on risque de ne pas avoir trop de temps. Madame Dawson, si vous êtes d'accord. Très bien. Le général Favin-Lévesque. Alors, je voudrais revenir d'abord sur le problème de la certaine incompréhension au plan stratégique. Il y a eu un débat qui était presque une querelle d'Allemands sur le terme de l'autonomie stratégique, était mal comprise par les Allemands, qui ont voulu le remplacer par souveraineté, qui, à la lettre, est probablement plus exigeante. Donc, ça a été, je crois, pendant plusieurs mois, un objet de friction. Et je crois que, heureusement, c'est à peu près résolu. En tout cas, dans la boussole stratégique, le terme d'autonomie stratégique a été accepté par l'Allemagne. Deuxième point, en ce qui concerne le nucléaire, il me semble qu'à la suite du discours du président Macron, il y a eu une réaction allemande, une proposition je crois, de députés, d'étudier une possibilité de participation financière à la construction de la force nucléaire française, avec en retour une étendue du parapluie nucléaire français. Je ne sais pas si effectivement ça a eu ensuite une résonance, je ne le crois pas, mais en tout cas c'est un point qui mérite d'être souligné. Troisième point, sur le plan, je dirais,
tactique et opérationnel, autant les forces françaises se comprennent avec les forces britanniques. Nous avons la même façon d'opérer sur le terrain, nous avons les mêmes modes opératoires, et curieusement, c'est pas le cas avec l'Allemagne. Les forces françaises ne s'entendent pas très bien avec les forces allemandes sur le terrain. Notamment, on reproche souvent à l'Allemagne d'avoir ce qu'on appelle des caveats, c'est-à-dire des conditions d'emploi des forces qui sont très en retrait par rapport aux risques que prennent les Français, de sorte que dans la plupart des opérations conjointes, ça a été finalement les forces allemandes ont eu un rôle, je dirais, logistique, mais pas un véritable rôle de combat. Et je crois que tant qu'on ne changera pas la mentalité, enfin notamment la possibilité pour les forces allemandes et pour les militaires allemands d'être vraiment des combattants au même titre que les Français, je pense que ça restera un problème important pour ce qui est des opérations communes. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on peut peut-être compléter ces remarques pertinentes qui appelleront peut-être des remarques en réponse par une question, monsieur. Je crois que vous aviez souhaité, mais je crois que c'est plus le cas. Alors, monsieur, vous vouliez plus poser de questions, monsieur, n'est-ce pas? Ah ben, vous avez raté le coche, je suis désolé. Maintenant, on a donné le micro à quelqu'un d'autre. Bonjour, Davoud Khan, Fédéral Europe. Merci pour les informations importantes que vous avez fournies. Juste une remarque rapide sur les F-35 et l'équipement nucléaire. On avait avant des Tornado qui transportaient les bombes nucléaires américaines. Je pense qu'on pouvait très bien avoir des Eurofighter. Alors, pour revenir sur le fond, moi j'aimerais regarder les choses d'un peu plus loin et demander pourquoi l'Europe, avec 440 millions d'habitants, avec un budget consolidé de tous les pays européens de 200 milliards de dollars ou d'euros pour la défense, n'est pas capable de se défendre toute seule et est dépendant des Américains, comme vous l'avez rappelé. C'est un problème parce que la dépendance aux Américains, c'est risqué. Comme vous l'avez dit, elle n'est pas forcément durable. Et le deuxième problème, c'est qu'elle a un coût. Elle a un coût en termes économiques. D'une part, parce que vous avez des contrats civils et militaires américains qui sont signés, avec la pression dont ils disposent. Ils sont ensuite capables de développer une politique commerciale éventuellement à notre dépens, parce que nous sommes dépendants, et ils peuvent nous entraîner éventuellement dans des aventures militaires, comme en Irak. Donc il est important d'être indépendant. Alors on nous dit, oui, il y a la politique européenne de sécurité et de défense depuis 1999, on va faire des progrès, on va avancer. Mais moi je suis obligé de constater que ça n'a pas avancé. Si vous regardez l'Ukraine, on est toujours dépendant. Si vous regardez la pénétration des industriels américains sur le marché européen de l'armement, ça a empiré. Donc, je crois qu'on est sur la mauvaise voie. Et alors, la solution, il y a dans le contrat de coalition du gouvernement allemand la proposition de créer un noyau fédéral. Parce que quand vous avez un gouvernement fédéral, comme aux États-Unis, là, vous êtes capable de faire une politique de défense cohérente, à long terme, et qui tient la route. Pas avec 27 États et une commission. Et est-ce que le meilleur moyen pour la France de réaliser son ambition de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique qui lui tient tellement à cœur, ce ne serait pas de rejoindre la proposition allemande de créer ce noyau fédéral? Voilà, merci. Madame Vax, pardon, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez intervenir pour répondre à ces questions. Je me tourne vers les uns et les autres. Je vous en prie. Ja, ich habe leider nicht den Überblick über die Meldung, von daher wollte ich auch keine weiteren Fragen verhindern. Vielleicht kurz zu dieser Nuklearfrage, die in der Diskussion gerade aufgekommen ist. Es wurde angesprochen, die Rede von Macron Anfang 2020 zur Abschreckung, wo es ja eben auch konkrete Angebote oder Vorschläge von französischer Seite gab, dass man hier mit europäischen Partnern
konkreter ins Gespräch kommt über Frankreichs Rolle als Nuklearmacht in Europa und Frankreichs Nuklearwaffen für die europäische Abschreckung. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung zumindest kann ich das für Deutschland sagen. Ich weiß es nicht genau für Frankreich, aber in Deutschland ist es oft so angekommen, als würde Frankreich hier vorschlagen, ein Französisch oder die eigenen Nuklearwaffen über Deutschland und andere Länder zu spannen, also quasi so einen französischen Nuklearschirm für Europa zu schaffen. Das war nie das, was von Macron angeboten wurde und auch nicht das, was von französischen Beamten dann später nochmal so dargestellt wurde. Das heißt, ich glaube, Paris ging es hier weniger um quasi die US-Rückversicherung für Europa zu ersetzen, sondern mehr darum, um in das Gespräch zu kommen. In Deutschland wurde das aber eben, und das ist gerade angeklungen oder wurde angesprochen, dass ein deutscher oder dass deutsche Abgeordnete das aufgefasst haben. Das ist tatsächlich so, insbesondere eben so aus dem konservativen Spektrum kamen dann viele Artikel in unterschiedlichen Zeitungen in Deutschland auf, wo eben gesagt wurde, ja, warum machen wir das nicht mit Frankreich? Warum schaffen wir nicht einfach einen französischen Nuklearschirm für Europa und dann sind wir nicht mehr abhängig von den USA? Erstens ist das technisch alles ziemlich schwierig. Da möchte ich jetzt aber auch nicht weiter ins Detail gehen. Es ist aber wirklich auch eine Frage der politischen Ausrichtung. Und ich glaube, dafür ist es eben nochmal wichtig, vielleicht auf die deutsche Debatte oder die deutsche Position hier zu schauen. Ich glaube, vielleicht in Frankreich wird es oft diese Abhängigkeit von den USA als Risiko gesehen. In Deutschland wird es eben nicht unbedingt als Risiko gesehen, sondern eher als Gewinn, als dass man sich stärker auf die USA verlassen kann, wenn es um die Sicherheit geht. Das ist die Position von der Bundesrepublik in den ganzen letzten Jahrzehnten gewesen. Das heißt, Deutschland hatte immer ein Interesse an den USA, auf die sie eben ihre ultimative Sicherheit eben mit dieser Nukleargarantie am Ende aufgebaut haben. Aber auch die USA, das wird oft sehr einseitig dargestellt, aber auch die USA hatten durchaus auch ein Interesse daran, dass sie eben engagiert in Europa bleiben. Und ich würde auch argumentieren, dass sie das auch weiterhin haben werden. Selbst bei einem eher populistischen Präsidenten wie Trump haben wir gesehen, dass sie letztendlich ihre Präsenz nicht komplett sozusagen zusammengepackt haben und abgehauen sind. Denn letztendlich brauchen auch die USA Europa für ihre eigene also wirtschaftliche Ordnung, für ihre Idee der internationalen Ordnung. Da spielt Europa eine enorm wichtige Rolle. Und auch die USA haben ein Interesse daran, eben, dass quasi Europa und die europäischen Märkte auch für amerikanische Waren offen bleiben. Das heißt, hier würde ich sagen, gibt es von beiden Seiten eine gewisse Abhängigkeit. Und ich habe nicht den Eindruck, dass sich das in der deutschen Debatte wirklich verändert. Das heißt, ich glaube, was oft in Frankreich eher als Risiko gesehen wird in Deutschland eben stärker als wirklich Sinn der Sache sozusagen gesehen. Aber ich glaube, an der Stelle gehen wirklich die Verständnisse sehr weit auseinander und deswegen denke ich, ist es da eben auch extrem wichtig, dass man sich zwischen Paris und Berlin da stärker abstimmt und konsultiert. Sur les conditions d'engagement des forces allemandes, peut-être, et la différence avec la France sur le terrain. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous inspire. Ich dazu wirklich, glaube ich, nur 2 Sätze. Es gibt in Frankreich einen exzellenten Podcast von der École Militaire, dem IRSEM, den Collimateur. Da war vor 2 Tagen, glaube ich, Michael Schurkin zu Gast, ein amerikanischer Analyst. Und der brachte die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich am Ende zwischen den Streitkräften, wovon Sie sprachen, auf der taktischen, operationellen Ebene, auf den Punkt, sehr brutal für deutsche Ohren und sagte, die französischen Streitkräfte und die französische Gesellschaft ist nach wie vor daran gewöhnt, zu töten und getötet zu werden, Soldaten. In Deutschland ist das nicht mehr so. Und das ist, glaube ich, der fundamentale Unterschied, aus dem sich dann ganz viele Konsequenzen ableiten für beide Gesellschaften, den Umgang mit militärischer Gewalt. Aber im Kern ist das, glaube ich, eine einfache Wahrheit sozusagen. Zu der Frage der europäischen Zusammenarbeit. Ich glaube auch, die Frage muss man sich immer wieder stellen, warum führt diese Wirtschaftskraft nicht zu einer entsprechenden militärischen Kraft?
aus meiner Sicht, also ich habe auch keine sehr originelle Erklärung, glaube ich, aber das geht darauf zurück, was auch schon gesagt wurde von Herrn Schnitzer früher, die Unterschiede in den strategischen Kulturen, also sich vorzustellen, einen europäischen Generalstab, eine europäische Kommission, die Entscheidungen trifft, die Strategien entwirft, die Prioritäten setzt, wo ein polnischer General drin sitzt und ein spanischer und deren Blick auf die Herausforderungen in der Welt zusammenzubringen, ist einfach extrem schwer vorstellbar. Also ich glaube, auch wenn Spanien mit Sicherheit auch den Ukraine-Krieg und das alles mitverfolgt, ist Spanien so weit weg von der ukrainisch-russischen Grenze, dass Russland niemals diese Gefahr ausstrahlen wird, die es für Polen, fürs Baltikum, für andere osteuropäische Staaten ausstrahlt. Genauso andersrum, also diese Frage am Sonntagabend in der Pressekonferenz an Präsident Macron zum Putsch in Burkina Faso war für mich absolut entlarvend, weil ich glaube, in Deutschland also von 100 Menschen auf der Straße haben mindestens 99 überhaupt nicht mitbekommen, dass in Burkina Faso geputscht wurde, dass die französischen Soldaten jetzt gezwungen sind, das Land zu verlassen, dass Russland in Westafrika überall absolut auf dem Vormarsch ist. Findet in der deutschen Debatte überhaupt nicht statt, weil Deutschland keine Interessen in Westafrika hat und nie hatte. Und ich glaube, bis wir das zusammen haben für 27 EU-Staaten, ich wünsche es mir und ich hoffe, dass wir das erleben werden irgendwann, aber es ist wirklich ein sehr weiter Weg. Aber es sollte trotzdem das Ziel bleiben, glaube ich. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter rapidement ce qui a été dit par Jacob Broz sur les restrictions d'usage de l'armée de la Bundeswehr. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a aussi la difficile acceptation de la part de la population allemande de perte de ces soldats qui ne comprendraient pas pourquoi des Allemands meurent à l'étranger dans des combats lointains qui sont pas forcément dans la sphère d'influence allemande. Et il n'y a pas cette... mais même en France, finalement, je veux dire, dès qu'on a une perte importante d'un nombre de soldats français, voilà, la population s'indigne, demande des comptes aux armées. Je pense à l'embuscade d'Ouzbin en 2008 en Afghanistan. On n'a plus l'habitude dans nos sociétés en paix de connaître ce type de pertes, et donc là il y a une différence importante. Et d'ailleurs ça se voit aussi, c'est intéressant, j'ai vu que depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un certain nombre de soldats de la Bundeswehr qui ont exercé leur sorte de droit de retrait, où en fait ils ont signifié qu'ils ne voulaient pas être déployés en opération, ce qui paraît complètement inimaginable pour les soldats français. Je pense pas que ce soit une clause qui soit possible, mais en tout cas les Allemands ont cette clause, et donc ça montre que même au sein de la Bundeswehr, certains, alors qui s'engagent dans ce métier, sont pas favorables au fait d'être déployés à l'étranger. Là-dessus. Et après, sur la grande question de pourquoi l'Union européenne n'est pas capable de se défendre seule, malgré cette importance des budgets de défense quand on les additionne, je pense tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité politique, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de prise de décision unique, il n'y a pas de ministre de la Défense européen ou une personne qui incarnerait ça et qui prendrait la décision. Les décisions se prennent à l'unanimité, c'est extrêmement difficile d'arriver à un accord. Pour donner un exemple, je veux dire, on n'arrive déjà pas à se mettre d'accord sur la fiscalité, on n'a pas d'impôt commun sur les sociétés, alors que c'est pas non plus très stratégique. Comment se mettre d'accord sur le déploiement d'une opération commune. Voilà. Mais néanmoins, pour finir sur une note positive, une avancée, la boussole stratégique dont on a parlé tout à l'heure, pour la première fois, un exercice qui a été fait en amont de la boussole, malheureusement qui n'est pas public, qui est classifié, mais les États membres se sont mis autour de la table et pour la première fois, ils ont procédé à une analyse de la menace commune. C'est-à-dire que ils ont listé toutes les menaces qu'ils estimaient être importantes en Europe, et donc voilà, les Espagnols sans doute ont reconnu que les menaces russes dans les pays baltes les concernaient, et puis à l'inverse, les Baltes ou les Hongrois ont reconnu que le Sahel et la lutte contre le terrorisme, même si c'était loin de leur pays, les concernaient également. Et donc on a une avancée en termes de compréhension mutuelle et de perception mutuelle des menaces et des enjeux de défense. Merci beaucoup. Je crois que nous avons fait le tour au moins de la question dans le temps qui nous est imparti. Peut-être que si on peut passer encore 5 minutes, on trouve encore une ou deux questions alors, et on fait un dernier tour. Monsieur ?
Oui, merci. Plein de sujets très intéressants et j'essaie de ne pas être pas trop long. Le 7 juin, il y avait une conférence de l'IRSEM. Peut-être vous le connaissez. Et il y avait un monsieur déjà de l'Agence d'innovation de défense. C'est intéressant là parce qu'il a parlé un petit peu de l'industrie américaine. Et bon, il y a beaucoup de sujets. Par exemple, en France, il y a un petit peu la fierté. En Allemagne, il y a les difficultés d'histoire et la France ne veut pas être dépendante. Et par exemple, pour les États-Unis, on est très content. Et le mot qui était utilisé à l'époque, c'est de soutenir les champions américains. Donc, on a l'industrie américaine qui est soutenue par l'État pour grandir. Et ils ont des sommes de l'argent qui sont fortement plus grands que celles des États européens. En Europe, on met sur les droits des marchés, la concurrence entre les entreprises. Donc, c'est un petit peu le point Airbus et Dassault. Si on veut être réaliste au niveau européen, c'est logique de mélanger les deux. On a une puissance, non, mais on a les concurrences, on a l'histoire historiquement de Alstom, de Siemens, des fusions européennes. On ne va pas laisser fusionner les entreprises pour avoir des entreprises trop grandes parce que c'est notre droit économique, etc. On est en États-Unis, on est content de dire, on s'en fiche. On a des monopoles parce que c'est bien contre les autres. Après, aussi, le partenariat, c'est un sujet très intéressant. On a les avantages en Europe d'être tous les pays. Toute seule, on n'a pas de poids. Le partenariat ne fonctionne plus lorsqu'un partenaire est fortement plus grand que l'autre. Et on va aller très bien avec les États-Unis lorsqu'on a la façon de montrer nos capacités à nous, notre indépendance. Les produits sont moins chers, ils sont mieux, ils sont peut-être mieux documentés. Lorsqu'il y a un seul fournisseur, les prix explosent, la qualité diminue. Et c'est exactement ça. Lorsqu'on a la capacité d'être un concurrent, c'est mieux. Donc, il y a plein de sujets qu'on peut explorer autour de ça. Et après, on a l'histoire européenne, les Polonais. Oui, les Allemands, ils mènent sur les Américains. Les Polonais font la même chose. Sauf qu'à la fin, les États-Unis ne sont pas les amis des Polonais, ni des Allemands. C'est un peu difficile. Là. Et après, bon, il y a l'autre point. On a l'histoire, on les connaît. En Allemagne, on ne réfléchit pas sur la défense. En France, on le fait. Il y a l'IRSEM, il y a l'IHDN, l'école de guerre. En Allemagne, on n'entend pas. Après, la question, c'est, ça nous amène où? Merci pour ces remarques, monsieur. Je ne sais pas qui a les micros, qui les passe. Voilà. Oui, bonjour, merci. Désolé d'avoir loupé le coche tout à l'heure. Je voulais poser rapidement une petite question. Voilà. Quelle légitimité, quel crédit, quel statut accordé au traité de 1963 et à celui de 2019 qui, dans le domaine de la défense, à mon sens, est une forme d'approfondissement au regard des faits de la réalité. Voilà, c'est surtout pour savoir si voilà, ces traités ont un vrai statut d'autorité opérationnelle devant lesquels rendre des comptes et aux yeux desquels fixer des échéances précises, ou est-ce que ce sont vraiment juste, alors ce n'est pas rien, mais juste des actes symboliques ou des feuilles de route à titre indicatif. Merci. Qui donc? Je n'ai pas vu de bras, je suis désolé. Ah, monsieur, pardon, voilà, il faut le... je ne vois que sous un certain angle. Oui, bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Vos interventions qui ont été très éclairantes sur les cultures stratégiques, notamment franco-allemandes. Donc, on a vu là, dans les récentes années, de nombreuses crises qui ont peut-être poussé chez les Européens ce besoin de garantir une certaine autonomie, l'énergie, les médicaments, la crise sanitaire. Et maintenant la guerre. On a vu aussi qu'il y avait un certain éloignement de l'Amérique avec l'action de Trump et qui pourrait, pour les années à venir, se détourner sur l'Indo-Pacifique. Et donc, est-ce que ce n'est pas une grande opportunité pour la défense européenne, mais est-ce que celle-ci pourrait se faire dans le cadre de l'Union européenne? Est-ce que 27 États, avec un possible élargement, est-ce que c'est possible concrètement dans la pratique à faire? Donc, par exemple, dans les compétences de l'Union européenne et dans la prise de décision qu'on a aussi évoquée, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a, par exemple, un coche à ne pas rater avec l'élection européenne de 2024 dans le débat public que ça peut faire? Voilà, une réflexion, un débat. Voilà, est-ce que c'est une fenêtre? Voilà, et est-ce qu'il faudrait, par exemple, on a parlé de ça aussi, une réforme des traités? Est-ce que c'est possible au niveau de la défense? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment, la fenêtre pour le faire? Et est-ce que c'est crédible? Voilà, je vous remercie.
En question générale, je crois qu'il émerge de plusieurs parts, qui est que c'est très bien de vouloir se détacher des États-Unis pour faire de l'autonomie stratégique. Encore faut-il avoir une décision européenne qui soit une alternative possible. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un élément sur ce sujet, madame. Ah, mais je crois que l'image est bloquée. Non. Ich bin noch da. Genau, also vielleicht zwei Sachen eben jetzt zu die Frage zu den Verträgen. Also ich denke, hier geht es weniger um präzise Fragen als mehr um wirklich das Symbolische und die größeren Ideen, also eher als so eine Art eher Roadmap, was man vielleicht erreichen möchte, aber jetzt nicht konkret, wie man da jetzt genau vorgeht und mit welchen Mitteln etc. Also ich denke, wir sehen es allein daran, dass da eben immer wieder auch unterstrichen wird, dass man sich zum Beispiel austauscht über wichtige außenpolitische Fragen oder dass sich die Strategien beider Länder annähern sollen. Das sind ja alles sehr große Ziele und jetzt nicht etwas sehr Präzises. Und wenn wir uns anschauen, wie weit wir da gekommen sind seit 63, dann würde ich sagen, sind wir da nicht so sehr weit gekommen, sonst würden wir jetzt heute vielleicht hier auch nicht sitzen und das diskutieren. Von daher würde ich das immer eher als größere Bekundung oder symbolisch interpretieren. Und dann zu dieser Frage mit dem Window of Opportunity. Also ich denke, sicherlich wächst gerade in Europa so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass man, wenn man sich eben stärker von anderen Ländern abhängig macht, dass das dann auch mit Kosten einhergeht und vor allen Dingen wächst dieses Bewusstsein in Deutschland. Ich hoffe sehr, dass man daraus entsprechende Lehren zieht, insbesondere eben auch mit Blick auf die Abhängigkeit von Deutschland von China jetzt wiederum. Denn wenn man da jetzt nicht handelt, wird man mit China gegebenenfalls genau das Gleiche erleben, was wir jetzt gerade mit Russland haben. Und zwar, dass sich insbesondere Deutschland viel zu abhängig macht in vielen kritischen Bereichen von China und sollte China eben beispielsweise einen Krieg gegen Taiwan anfangen etc. und sich alles sehr, sehr sicherheitspolitisch verändern, wäre auch hier von Deutschland sicherlich gefragt, anders zu reagieren. Das heißt, dieses Bewusstsein ist vielleicht da. Ich glaube aber noch nicht, dass wir jetzt bei dem Window of Opportunity sind, wo wir jetzt sozusagen zu so Vereinigten Europäischen Staaten oder sowas kommen, also wo wir konkret wirklich Kompetenzen an die EU-Institutionen so weit abgeben, dass sie nicht mehr auf europäischer oder auch bei den Hauptstädten sind. Ich glaube, da sind die politischen Interessen bisher sowohl in Paris als auch in Berlin und anderen Ländern noch zu groß, dass man eben hier gewisse Bereiche nicht sozusagen aus der eigenen Hand gibt. Das heißt, ich glaube, damit so etwas passiert, damit man wirklich auch Kompetenzen vielleicht im Bereich der Sicherheitspolitik etc. abgibt, ich glaube, da muss noch viel mehr passieren. Da müssen sich die USA wirklich konkret von Europa abwenden. Und die Bedrohung muss nach wie vor die sein, wie sie ist oder sogar stärker werden. Also ich glaube, so weit sind wir aus meiner Sicht zumindest noch nicht. Rapidement, juste deux réactions sur les consolidations et deux sur le crédit à donner au traité. Sur les consolidations, je partage ce que vous avez dit. Néanmoins, j'apporterai une nuance. Alors oui, certes, la consolidation industrielle, c'est assez contre-intuitif pour l'Union européenne qui promeut la libre compétition, etc. En revanche, les États-Unis sont un peu en train de se mordre les doigts d'avoir trop consolidé leur industrie après la chute du mur et la fin de la guerre froide. Il y avait ce fameux Last Supper où ils ont convoqué les industriels de défense américains et puis ils leur ont dit les crédits de défense, les budgets de défense vont diminuer. On va pas pouvoir avoir assez d'argent pour tous vous alimenter, donc il va falloir vous consolider. Et aujourd'hui, on n'a plus que 5 grands industriels de défense américains. Et maintenant, à l'inverse, ils sont en train de se dire il faut qu'on fasse le phénomène inverse parce qu'en fait, ces 5 grands industriels dominent complètement le marché, fixent les prix qu'ils veulent et les conditions qu'ils veulent. Et donc, l'État se retrouve dans une situation où il est assez dépendant de ces industriels. Donc,
il faut consolider, mais pas trop non plus. Ça, c'est sur la consolidation. Et sur les crédits, sur les traités, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'ils soient avant tout symboliques, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques exemples de choses concrètes qui ont été accomplies, qui sont prévues dans les textes, notamment les échanges entre officiers. Enfin, on a des officiers allemands qui sont intégrés dans les états-majors français et inversement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez concret. Et puis, plus récemment, dans le traité d'Aix-la-Chapelle de 2019, on a en marge un texte qui prévoit des règles en matière de contrôle des exportations sur les programmes d'armement développés en coopération. Rapidement, pour éviter qu'un des deux pays puisse empêcher l'exportation d'un produit qui aurait été développé ensemble, on a créé une règle dite de minimi avec un seuil minimum. Donc quand il y a moins d'un certain pourcentage de composants allemands dans un programme d'équipement, les Français peuvent l'exporter sans demander l'aval de l'Allemagne. Voilà, ça c'était un exemple d'avancée qui a pu être atteinte et qui est assez concrète, je trouve. Juste vraiment 2 phrases sur les contrats. Je pense que c'est... je parle die 3 Verträge, die es gibt für die gemeinsamen Sicherheitsgarantien, an denen, glaube ich, deutlich wird, wo die Prioritäten liegen in Europa heute. Es gibt den Nordatlantikvertrag, den Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, dass wenn einer der NATO-Staaten angegriffen wird, dass die anderen NATO-Staaten diesem zur Hilfe kommen. Es gibt die europäischen Verträge, den Artikel 42.7 und es gibt eben seit 2019 auch im Aachener Vertrag eine bilaterale Sicherheitsgarantie zwischen Deutschland und Frankreich, nochmal da drauf. Und ich glaube, auch in der Reihenfolge kann man die Wichtigkeit sozusagen dieser Verträge einordnen. Und ich glaube, darin zeigt sich auch das ganze Dilemma der europäischen Sicherheits- und Verteidigungskooperation, wenn man heute im Baltikum, in Osteuropa die Leute in den Ministerien, in den Parlamenten, aber auch in der Gesellschaft fragen würde, auf welchen Artikel wollt ihr euch verlassen im Ernstfall? Wenn die Russen über die Grenze rollen, dann ist das mit Sicherheit nicht der EU-Vertrag, schon gar nicht der deutsch-französische Vertrag, der betrifft sie nicht, sondern eben der NATO-Vertrag und der Artikel 5. Mit der kleinen Ausnahme, wenn ich es richtig verstehe in den Debatten, dass sollte Frankreich in den Überseegebieten im Pazifik in irgendeinem Szenario angegriffen werden, der Nordatlantikvertrag nicht greift, weil es eben nicht im Nordatlantik stattfindet und dann müsste Europa aktiv werden im Zweifel. Aber das sind dann wirklich Detaildebatten. Ja. Bien, écoutez, je crois qu'il faut conclure tout de même, d'abord parce que Mme Deussen a organisé un verre qui nous attend. Et donc, nous allons le rejoindre bientôt. Mais de manière un peu conclusive, je crois qu'en tout cas, la soirée de ce soir a montré qu'il existe certes des différences entre la France et l'Allemagne, mais qui sont des différences finalement bien connues, qui sont identifiées depuis longtemps sur l'histoire, sur les coopérations avec les États-Unis notamment, la tradition plus d'autonomie de la France, l'existence d'une armée d'un côté, la nécessité de la reconstruire de l'autre, que sans doute les calendriers de prise de décision ne sont pas toujours immédiatement comparables entre la France et l'Allemagne, mais là encore, c'est une constatation qui oppose d'un côté un État centralisé, de l'autre côté un État fédéral, un État qui repose sur une coalition d'un côté, celui qui a des majorités plus ou moins fortes, mais des majorités tout de même de l'autre. Et donc, tous ces facteurs, finalement, sont des facteurs qui sont bien identifiés. Nous avons certes une tension nouvelle avec la guerre en Ukraine d'abord, qui s'inscrit dans le cadre de du renforcement de l'Union européenne, qui donne une résonance peut-être un peu plus grande aujourd'hui à ces différences. Mais en réalité, justement, le cadre européen, à la fois celui de la défense contre un agresseur commun et celui de la construction d'une structure commune, eh bien, tente à montrer qu'il n'y a pas, en tout état de cause, d'option fondamentale opposée entre la France et l'Allemagne et que donc le processus devra progressivement dépasser ces différences culturelles, ces différences historiques pour arriver vers un objectif que tout le monde souhaite, en tout cas, commun. C'est en tout cas une conclusion relativement optimiste et donc je vous propose d'aller la fêter autour d'un verre de vin. Et je ne voudrais pas terminer sans avoir remercié également nos 2 traductrices qui ont permis une fois de plus le discours européen et le discours franco-allemand possible.